Ce matin-là, j'ai peur. Première visite à l'hôpital Sainte-Anne, un des plus grands et des plus anciens hôpitaux psychiatriques de France, peut-être l'un des plus connus du monde. J'ai peur. De quoi? Images anciennes, l'asile, les cris, les fous enchaînés, un visage de nous-mêmes défiguré, mais le nôtre pourtant. J'entre, mais comme à reculons. Rencontre avec cet autre monde si proche, si lointain, ce monde dans le monde. Où est la frontière? Celle qui sépare les gens dits normaux de ceux qui souffrent psychiquement et que certains appellent les fous. Oui, comment devient-on fou? Qui le décrète? Comment passe-t-on de l'autre côté et peut-on en sortir? Au-delà des murs, au-delà de cette porte d'entrée que j'ai craint de franchir, de peur qu'elle ne se referme à tout jamais sur moi, il y a dans ce qui ressemble à un immense et beau monastère des jardins, des cloîtres, une chapelle, des couloirs et des statues. On s'y perd, on se perd parfois, on y soigne ici les malades mentaux depuis 1651. On construit, dit-on, des maisons de fous pour faire croire à ceux qui n'y sont pas enfermés qu'ils ont encore leurs raisons. J'en accepte l'augure. Et au beau milieu de l'hôpital, surprise, une sorte de no man's land. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Moi qui étais traversé par des images sombres et anciennes des asiles d'hier. Là, on vend des boissons, du café, des journaux. Là, les deux mondes, celui des malades mentaux et le nôtre, se côtoient, se croisent, se confondent, ou presque. Salut Rémi. Bonne journée. Hey, tu m'appelles, hein? L'autre jour, j'étais en train de faire de la lessive, parce que ma machine à laver est en panne. Alors je monte dans la baignoire, et puis je vide mon eau, et tout d'un coup, le courant est toujours dans ce sens-là, et puis tout d'un coup, mince, le courant il s'est mis dans l'autre sens. Donc on est passé dans un climat subtropical humide, normalement. On est passé dans un climat subtropical? Humide. Ouais. D'un coup? D'un coup. Et ça, vous êtes la seule à le savoir? Oui. J'ai noté l'heure exacte et tout. Je lui ai envoyé ça et l'eau. Il vous a répondu? Non, parce que je n'avais pas encore son adresse. Ah. Je n'ai pas encore son adresse de chez lui. Et ça fait longtemps que vous êtes hospitalisé ici? Je suis hospitalisée depuis 96, par séquence de 1 mois, mettons une fois tous les 3 mois. Tous les 4 mois, et là récemment, c'est la première fois depuis 1 an. C'est-à-dire qu'ils ont pensé, bon, il y a eu une dépression au point de départ, ça c'est sûr. Après, ils ont parlé de maniaco-dépression, mais en fait, il n'y a rien du tout. Et vous arrivez à vous dire de quoi vous souffrez, en dehors de ce que vous disent les médecins, en dehors de ce que vous disent que vous récusez, puisque vous dites, mais non, je ne suis pas maniaco-dépressive. Je ne souffre de rien du tout, justement. Un petit peu trop d'hyperactivité neuronale. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je n'arrive pas à m'empêcher de penser, par exemple. Ça doit vous arriver aussi. Voilà. Vous pensez tout le temps? Je pense tout le temps. De quoi vous avez peur surtout? De vous. De moi? Pourquoi de moi? Parce que je ne sais pas ce que vous allez faire avec ça. Avec ça? Il me dit, je parlais avec la dame pour savoir si vous étiez professeur dans la voyance. Professeur de la voyance? Oui. Je vois une patineuse artistique, une danseuse encore. Un sapin de Noël. Vous avez été marqué par un sapin de Noël, par une danseuse, une poupée, ou des choses comme ça. Vous voulez comprendre, c'est comment on arrive à interpréter les images qu'on voit. Comment ça? Comment on arrive à interpréter ce qu'on voit. Comment on arrive à interpréter ce qu'on voit? Eh ben ouais, parce vous que moi, voyez des images? Oui, et après elles disparaissent et j'oublie. Ah. Vous êtes ici hospitalisé? Oui, depuis quelque chose. Il faut en faire la lecture. Je me souviens pas de mes rêves, mais je sais que dans mes rêves, je vois des trucs importants. Quel genre? Ben je sais pas, j'ai rêvé que Ben Laden était mort. Ben Laden était mort? Oui. Le diabète. Le diabète? Oui, il était enfoui sous des bonbons. Sous les bonbons? Bah, au moins... C'est pour ça, ouais. Mais je crois qu'en fait, comment dire, c'est pas de la voyance, c'est les esprits qui expliquent et qui parlent. C'est pas les de la esprits voyance. qui parlent à travers Les esprits vous? restent là. Non, pas à travers moi, à travers les gens. Les gens, quand ils ont l'esprit ouvert.
Quand je veux dire ça, c'est qu'ils sont en transe. Au moment où ils sont en transe, ben, en fait, leur cerveau est connecté avec quelque chose d'autre. Et ça fait longtemps que vous avez des visions comme ça? Depuis toute petite. Depuis toute petite? Oui, parce que je vous explique, j'étais transsexuelle. Je suis transsexuelle. Vous êtes transsexuel? Oui. Vous êtes un garçon? Oui? Non. Si? Vous êtes un garçon? Oui. Ça se voit pas. Ah, ça se voit pas alors. C'est vrai? Ah non. Si, je suis un garçon. Et oui. Et je m'appelle Axel. Axel? Axel, ouais. C'est le prénom que m'a donné Ra quand je l'ai invoqué chez moi. Le dieu d'Égypte. Voilà. Pourquoi la police arrive, il s'en va. Voilà. Alors, tout pareil. Elle j'ai autre chose à faire, voilà. Ça veut dire que j'ai encore balancé. Il est fou, ce monsieur. On refuse de mener son adresse. Il est fou, hein? Parlez-lui, il est intéressant, vous allez voir. Parlez-lui de quelque chose. Tout doucement, je suis aperçu que les tranquillisants, tout doucement, les explications plein de puissance pour soigner les délires sur une chanson d'idées. Grâce à une méthode de compo, tout doucement, je reprends le texte et je fais mon suivant. Tout doucement, 91 c'est mon département. Je suis arrivé dans cette médecine de fou il y a des années. Voilà. Il chante. Elle me parle, il me parle tout de suite, dans le grand bain et plongé dans leur rêverie. J'écoute, je m'immerge, est-ce que j'ai toujours peur? Non, mon esprit galope à leur poursuite et j'ai plutôt peur pour eux et je redoute la souffrance qu'ils s'infligent et qui les isole. Je pars, j'erre, je m'égare, je me retrouve. Je dois rencontrer le docteur Petitjean, psychiatre, qui a rendez-vous avec un de ses jeunes patients. Service ouvert ou fermé, et les portes ouvertes ou fermées, et les serrures des portes nous disent le degré des souffrances et la réalité de l'enfermement. Vous patientez un peu, hein? On va faire un peu de place. T'es-vous là, monsieur? Oui. Ouais, je dis en fait. Je suis ici depuis le 17 septembre, donc ça fait 1 mois et 1 semaine. Vous pouvez me rappeler ce qui s'est passé au départ? Ce qui a fait que vous êtes arrivé à l'hôpital? Bah, j'ai eu une phase où j'étais un peu euphorique, parce que... Enfin, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais j'ai commencé à être un peu euphorique, avoir des idées, enfin, à être en mode créatif. J'avais beaucoup d'idées, je voulais sur une association humanitaire. Je pensais plus qu'à ça, alors que j'attends un enfant, je devrais plus penser à ma femme et à mon fils, à ma future fille. Alors que je pensais qu'à l'association humanitaire que je compte créer. Et donc les gens autour de moi voyaient que je devenais un peu bizarre. Et donc ils ont pris peur, et donc ils ont appelé une ambulance. Vous, à ce moment-là, vous aviez le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'allait pas? Ou... Non, pour moi, tout était parfait. Tout était parfait? Pour moi, tout était parfait. Ouais. Je pense que quelques jours plus tard, j'aurais pu commencer une crise, comme on appelle ça. Mais j'allais encore bien. C'est quoi une crise? Bah, c'est quand on perd un peu la notion du temps, on perd un peu la notion, on perd toute notion. On perd toute notion de tout. Et on commence à vivre vraiment différemment de tout le monde, à être dans un autre rythme. Et vous, est-ce qu'en y repensant, vous pouvez retrouver les petites choses qui au début ont commencé à se dérégler, on va dire? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment ça. Pour moi, pour moi, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Mais ça, c'est parce que moi, je crois en Dieu. Dès qu'on ne croit pas en Dieu, pour moi, dans ce cas-là, je dis n'importe quoi. Ça vient de Dieu, c'est-à-dire ma maladie vient de Dieu, c'est ça? Ma maladie, c'est peut-être un message que Dieu essaye de m'envoyer, mais que moi, j'ai du mal à comprendre. Mais est-ce que ça serait une maladie dans ce cas-là? Je me suis pris pour un prophète à une période. Pas cet été-là, mais l'été dernier, je me suis pris pour un prophète. Je ne savais même pas si j'étais vivant ou mort. Parce que pendant cette période, j'ai vécu un moment, j'étais chez moi au salon, assis, et je me suis vu, comme si c'était un film, je l'ai vécu, comme si j'étais en train de vivre, mais en fait, j'étais toujours assis au salon, je me suis levé, je suis allé dans ma chambre et je me suis fait assassiner. Comment ça? Je me suis vu me lever, aller dans ma chambre, aller sur mon lit et me faire assassiner par ma femme sur mon lit. Et en fait j'étais toujours assis sur le canapé. Et à ce moment-là, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je suis mort ou est-ce que je suis vivant? Est-ce que mon âme est restée assise et mon corps est parti mourir? Est-ce que je savais même plus si j'étais mort ou si j'étais vivant? Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident quand ils sont bipolaires, parce que peut-être qu'on ne sait même plus
Si on est mort, peut-être qu'on hallucine, parce que j'ai halluciné à ce moment-là. Et j'ai eu d'autres hallucinations. J'ai eu des hallucinations, j'ai même pas envie de vous en parler, parce que c'était... Mais c'est après qu'on se rend compte qu'on était vraiment en train de vivre des moments bizarres. Je sais pas quoi dire d'autre que bizarre. C'est pas que j'étais malade, c'est que j'étais bizarre. Vous allez être papa? Oui. C'est quelque chose qui vous inquiète, C'est une perspective heureuse, mais en même temps, c'est quelque chose de nouveau. J'appréhende, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça va être d'être papa, je sais pas du tout. Ma femme, j'ai l'impression qu'elle sait ce que c'est d'être mère. Et elle sait ce que c'est d'être père, elle va tout m'apprendre. Elle va tout m'apprendre, elle va m'apprendre la vie, quoi. Voilà, au même temps qu'elle va éduquer notre fille, elle va m'éduquer en même temps, elle va m'apprendre comment on éduque. Enfin, parce que moi, je sais pas du tout ce que ça va être. Je sais que je vais être père dans quelques jours, mais je sais pas ce que ça va être d'être père. Eddy, comme un petit frère vite croisé, comment quitte-t-on pour quelque temps, des jours, des mois, des années, une vie, parfois le monde d'idées normaux, et comment, fort heureusement, on revient de ces longs voyages où l'on ne se reconnaît pas et dont on ne peut parler qu'à la façon de ces cauchemars dont on se réveille hagard, suffocant. Dans tous les récits de maladie, c'est qu'on peut se ressentir soi-même comme ça. On a tous, vous voyez ce que je veux dire, on a tous une humeur. Une humeur. On a tous une humeur, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a en lui des oscillations qui font ce qu'on appelle un jour on est très en forme. Donc tu passes d'un truc à l'autre. Voilà, je suis très en forme aujourd'hui. Oui. Et le lendemain, on est... C'est en particulier probablement le cas d'un certain nombre d'artistes ou de créateurs qui fonctionnent à ce niveau-là, qui restent à un niveau acceptable. C'est des gens fatigants pour leur entourage, parce que il n'arrête jamais, etc., mais productifs. Mais qui peuvent aussi traverser des phases dépressives. Et il y a des exemples d'artistes où c'est assez clair, où une phase de dépression, qu'une phase d'intériorisation, de réflexion, et puis hop, période d'enfance. Et puis après enfance, on crée. Oui, moi-même, je suis comme ça. Pour parler clairement. Je me reconnais dans votre portrait clinique. Alors, ma question récurrente, c'est comment on bascule dans ce qui est acceptable pour soi et pour les autres bon, sûrement c'est une maladie et on se retrouve à l'hôpital Sainte-Anne. Si nous avions la réponse, probablement que chez certains, même certainement, pas probablement, certainement, chez certains sujets, la vulnérabilité est plus marquée. La vulnérabilité, c'est en fait, c'est le fait d'avoir en soi, pour des raisons génétiques, ou pour des raisons liées à son parcours de vie dans son enfance, une propension plus ou moins marquée à développer une maladie. Si j'étais riche, moi. Tous les jours je pédis boum. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Et ce soleil qui m'aveugle. Alhamdoulilah. Rien, une explosion de joie, une euphorie. Excusez-moi, des fois, je perds mon... Je rentre dans mon charabia, comme on dit. Non, ça va très bien. Ça va très bien? Oui, monsieur? Et vous, comment ça va? Tout va bien, alors? Ça va, mais ce qui m'intéresse, c'est de parler avec vous. Ça fait longtemps que vous êtes là? Ça fait... C'est mon code secret. Je suis désolée, je ne peux pas vous dire combien de temps, parce que le temps des malentendus et le temps des... Directeur Jean-Luc Chassagnol. Merci pour la chasse à l'homme, Frangin. Je peux essayer vos lunettes, s'il vous plaît, monsieur? D'accord, elles sont sales, d'accord. Non, non, c'est juste une question de délicatesse et de toucher. Un
violon sur le toit. Toute l'histoire de ma vie. Avec mon père. Ma mère nous a lâchés. Cette salope. Il y a 4 ans. Et depuis. C'est la vie. Quand est-ce que vous avez commencé à avoir des moments comme ça, où vous étiez très contente et puis pas contente du tout? Ah, j'ai toujours, depuis toujours. Depuis que je suis née, ma mère m'a toujours préservée en disant « Ma petite Sarah, ma petite Sarouinette, ma petite Choupinette, va là-dedans chez Albert, ma puce. C'est moi qui t'accompagne. Non, maman, je veux que ce soit le chauffeur qui m'accompagne. Pas toi, va faire tes trucs. Bon, d'accord, amenez-la, s'il vous plaît. » Je vous saoule peut-être, non? Je vous écoute. Bon. Allez-y, pas de dos, merci, monsieur. Au revoir. Je quitte Sarah. Serrure, clé, double tour, Sarah enfermée. Je m'en vais, je m'en veux. De revenir vers la vie, ma vie, et de la laisser là. Deuxième visite. Prendre un air dégagé, la tête haute, décontractée. Entrer à Sainte-Anne et être pris, pourquoi pas, pour un médecin. Un médecin, s'il vous plaît. Ce matin, séance d'ergothérapie, rééducation, réadaptation, faire quelque chose avec ses mains et son cœur et sa tête, une œuvre, en être fier, à sa façon. Ah oui, ça sort du four. Ouais. C'est un petit lézard. Je l'ai émaillé avec de l'émaillage vert et jaune. Et en fait, c'est un I ou un point d'exclamation. Donc là, dans ce sens-là, c'est un I pour le prénom de ma petite fille qui va naître demain matin, que je vais appeler Inès. Ah oui. Et sinon, c'est un point d'exclamation. Ah oui. Parce que j'aime bien les points d'exclamation, d'interrogation. J'aime bien les points, en fait. Je vais appeler Inès. Ah oui. Et sinon, c'est un point d'exclamation. Ah oui. Parce que j'aime bien les points d'exclamation, d'interrogation. J'aime bien les points, en fait. Je trouve que ça exprime des choses. On a besoin de points pour faire des phrases. Ouais. C'est plus important que les lettres, les points pour moi. Donc c'est pour ça que c'est ou un point d'exclamation, ou la première lettre de son nom. Ou la première lettre du prénom de ma petite fille qui va naître demain matin, normalement. Demain matin, je sors définitivement et je vais directement à la clinique demain matin pour assister à l'accouchement. Voilà. Je passe dans la cour des grands, quoi. Enfin, c'est ce que je pense. Alors j'espère que je vais être un bon adulte. Et un bon papa. Un bon papa. Bien sûr. Moi, je suis sûr. Je suis échappé. Échappé au sens propre? Ouais, 2 fois même. Ah oui. Au sens propre, vous êtes sorti par la porte? Ouais, enfin, par la fenêtre. Par la fenêtre? Ah oui, carrément? Et vous avez été rattrapé? Ouais, par la police. Ah oui? Ouais. Je sais que vous voulez être cinéaste. Ouais, voilà, exactement, c'est vrai. C'est mon rêve. Mon rêve qui va se réaliser, je suis sûr, un jour. J'espère. Moi, j'ai un projet aussi, je suis fleuriste. Et mon rêve, c'est d'avoir un magasin de fleurs. Ah oui? Et je l'aurai. J'en suis persuadée. Un grand cinéaste, une grande fleuriste. Celui-là, je l'aime beaucoup. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce qui exprime? C'est l'orange, c'est la vie. Le vert, c'est l'espérance. Le bleu, c'est la vie. Et l'excentrisme, pour moi. L'excentrisme. L'étrangeté et l'excentrisme. Mais qu'est-ce que vous appelez l'excentrisme? Quelque chose d'excentrique. De différent, de singulier? Oui, de singulier, de différent. Parce que vous vous sentez excentrique? Oui, voilà.
C'est beau. C'est des émaux, et les émaux, certaines couleurs n'ont pas tenu. Et vous savez de quoi vous souffrez? Enfin, quelle est votre maladie? C'est suite à un coma que j'ai fait, car je suis diabétique, et j'ai fait un coma, et suite à ce coma, je me suis ouvert le cuir chevelu, et ça a donné une fonte musculaire énorme, qui fait que je suis là maintenant un petit peu incapable de me servir, même de me servir de mes mains, qui était l'outil principal de mon métier. L'architecte. Voilà. Moi, j'ai été transférée de Londres. Je montais voir la reine d'Angleterre. Ah bon? Oui. J'avais donc demandé un rendez-vous. À la reine? Oui, tout à fait. Oui. Donc, elle n'était pas là quand je suis arrivée à Buckingham Palace. Parce que j'avais un projet de revue internationale sur les sites de construction, puisque je suis dans l'immobilier. Et je voulais lui faire préfacer les revues que j'allais éditer. Elle ne pouvait pas, elle n'était pas libre à ce moment-là. Elle n'était pas libre à ce moment-là. Je voulais aussi me présenter en tant que cousine, mais elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Je comptais un peu sur son amabilité, mais elle n'était pas là. Donc voilà pourquoi je me retrouve en hôpital psychiatrique depuis le 9 juillet. 2006. Depuis le 9 juillet 2006, oui. Ça fait longtemps que vous croyez que vous êtes, que vous savez, que vous croyez que vous êtes la cousine de la reine d'Angleterre? Oui, c'est un fait d'ancêtre. Ah. Oui. C'est un fait d'ancêtre. Vous le savez depuis que vous êtes né? Pratiquement, oui. Parce que on m'a toujours dit que j'avais des liens avec le duc d'Aumale. Ah bon? Alors, vous voyez, ça marche très fort. Comme quoi, on se rattache. La grande noblesse, vous allez pouvoir vous parler, hein, entre grands de ce monde. Oui, entre grands de ce monde, oui, on ne va pas hésiter d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir bien voulu nous parler. Et puis, bon reportage, surtout. Merci de votre encouragement. J'essaierai d'être digne de votre confiance, oui, je tenterai de faire un bon reportage et de bien continuer comme je peux, à vous écouter surtout, je vous le promets. Cousine de la reine Elisabeth, ma cousine peut-être, si j'en crois mes rêveries d'enfance, et familier du duc d'Aumale, l'architecte, aux mains tremblantes. Puis le lendemain, j'ai un rendez-vous lumineux avec le grand psychiatre Boris Cyrulnik. Il est chez lui du côté des malades mentaux qu'il connaît si bien et qu'il ne veut jamais les appeler des fous. J'ai cru comprendre que vous avez vécu dans un hôpital psychiatrique. Oui. Hein? Et vous n'en gardez pas un mauvais souvenir? Je regarde, ça a été les plus belles années de ma vie. Expliquez-moi. Parce que la poésie était constante. C'est ça. On était toujours décentré de la routine. C'est-à-dire qu'alors, tout était un événement. Mes enfants ont été gardés par des patients schizophrènes qui s'en occupaient très gentiment. Aucun problème? Aucun problème. Aucun problème. Non. Oui, ils étaient gentils, attentifs. Il y avait toujours des choses surprenantes. Je pense à ce patient qui, tous les soirs, m'apportait des truites. Alors on le remerciait, puis on disait « Oh, c'est un bon pêcheur », jusqu'au jour où le restaurateur d'en face est venu se plaindre au direct. Parce qu'il allait chercher les truites dans le vivier du restaurant. Donc il m'a nourri pendant plusieurs mois. Donc tout était des événements de décentrage. C'est-à-dire qu'il le banal disparaissait. Le banal avait disparu. Il y avait toujours quelque chose à comprendre. Il y avait toujours quelque chose de surprenant. Et d'ailleurs, les fous,
avant de vous rencontrer, j'employais plus ce mot. Je ne l'ai plus employé. C'est à cause de moi que vous employez le mot fou. Oui. Comment vous les appeliez? Monsieur Machin. Monsieur Machin, d'accord. Et dès l'instant où on personnalise ces gens, on se rend compte que le simple fait de se décentrer est une innovation. Or, les scientifiques, qui découvrent quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de la routine, ils mettent dans le monde un problème qui n'y était pas avant, donc ils sont en situation de folie. Et beaucoup d'innovateurs, beaucoup de philosophes, beaucoup de scientifiques ont été considérés comme fous. Ils l'ont payé très cher. Donc, entre la folie, l'innovation, le délire, l'effondrement, il y a vraiment une famille de marginaux où pour un rien, on fait progresser l'humanité, et puis un autre rien, on est chassé de l'humanité. Archives de Sainte-Anne, les visages de la détresse d'avant. Visage d'éternité, celle de la douleur, fou, diable, sorcellerie, extirper le mal, enfermer, isoler. Punir. Le fou fait si peur qu'on va nous le cacher. On crée les asiles pour ça. On est tous plus ou moins malades psychologiquement, quoi. Sans prendre de médicaments. Moi, j'en prends plus, je prends juste une injection. Ça fait 2 mois que j'ai pas pris mon injection, ça va très bien, mais je vais la faire, quoi. C'est beaucoup mieux, c'est plus rassurant, quoi. Je vais passer le permis de conduire, je vais acheter une voiture, je vais voyager, je vais aller au cinéma, au restaurant, mais je viendrai plus ici, quoi. C'est plus ma tasse de café, quoi. Ça aurait été une autre vie, quoi. Voilà, ça aurait été une autre vie. Sainte-Anne. Parce qu'ici, c'est pas ma vie, quoi. Ici, je deviendrai SDF si je continue, quoi. Ah ouais C'est vrai. C'est vrai. Mais je vais me marier au Maroc. Ma femme, elle a 24 ans, moi j'en ai 39. Une différence d'âge, quoi. Mais c'est bien. Si elle vous aime, c'est bien. Ouais, elle m'aime. Mais je la connais que par téléphone. Ah bon? Vous la connaissez pas? Je connais même pas sa photo. Ah bon? Que par téléphone, elle est tombée amoureuse. Ah bah dis donc. Eh ben. J'espère que c'est pas pour les papiers. Ah. Je pense qu'elle est musulmane pratiquante, elle est sincère. J'espère. J'ai vu des statues sans tête ou pleines d'oiseaux, comme des hommes à la tête malade, comme nous parfois. Oui, il convient de tordre le cou à ces cauchemars qui nous hantent et nous rendent parfois pour 1 minute, 1 seconde si malades et désespérés qu'ils nous entraînent loin, si loin, dans un voyage parfois sans retour. Alors il faut savoir écouter, écouter pour guérir. Alors, est-ce que vous pourriez raconter à quel moment, à votre avis, vous avez, pour la première fois, bon, comme dit Serge Moiti, franchi la ligne et... Vous êtes passé de l'autre côté, quoi. De l'autre côté, bah, c'est à l'époque où j'apprenais que j'étais séropositif. Et le docteur me disait qu'il me restait plus 5 jours à vivre. Et à l'époque, moi, j'étais végétalien. Oui. Et moi, comment vous dire, je voyais le mal partout et j'ai pris un copain pour le mal et je lui ai mis 2 coups de hache. De hache? Ouais. Vous l'avez tué? Non, je l'ai pas tué, non, heureusement. Qu'est-ce qu'il a eu, votre copain, avec les 2 coups de hache? Il a eu des blessures au visage. Pour vous, c'était le mal, lui? Bah ouais, parce que à l'époque, j'ai une formation catholique. Et bon, le pape, il disait pas d'avortement et pas de préservatif. Et moi, je lui annonce qu'il me reste plus que 5 jours à vivre si je me soigne pas. Et lui, en rigolant, il me dit, ouais, maintenant, il faut que tu mettes des préservatifs. Et j'ai mal interprété. J'ai dit, ouais, ça doit être le mal. Et comme il avait parlé qu'il avait avorté avant, j'ai dit, bon, ça doit être le mal parce qu'il a fait des trucs pas bien. Et il me dit de faire des trucs pas bien. Et voilà, je lui ai mis 2 coups de hache. J'ai été chez lui la nuit, j'ai frappé. Sa femme m'a ouvert la porte et lui, il dormait. Je lui ai mis 2 coups de hache. Vous vous êtes vu le faire? Oui. C'était une voix qui vous disait de le faire? Non. Non, c'était comment? Quelque chose de froid? C'était, non, pas froid, mais c'était quelque chose de... Je savais que j'allais mourir. Et je me suis dit, avant de mourir, il faut que je fasse une bonne action. Et je me suis dit, et en tuant le mal, je croyais que ça allait être une bonne action. Avant ce geste de la hache, comme ça, sur votre ami,
Vous n'aviez jamais eu ce genre d'envie? Non. Non? Non. Et ici même à Sainte-Anne, vous avez été hospitalisé? Oui. Combien de temps? 4 ans la première fois. Après, j'ai arrêté mes traitements, j'ai rechuté, j'ai été hospitalisé 3 mois, 4 mois. Et dernièrement, j'ai été hospitalisé 1 mois. Ici? Ici, oui. Pour autre chose. Pour autre chose? C'est quoi autre chose? La dernière chose, je me suis charcuté le poignet. J'ai voulu me retirer une broche. Ah là? Ouais. J'avais une broche et je croyais que c'était le mal. Parce que comme je vois le mal partout, je me suis dit, ouais, cette broche, c'est quelqu'un qui me l'a mis et c'est pour m'influencer à faire du mal. Alors j'ai dit, si je retire cette broche, j'aurais plus le mal en moi. Si le mal est là, c'est parce que j'ai une broche qui est faite de fer et de plastique. Le fer, c'est les armes, et le plastique, comme on sait, c'est le pétrole, et le pétrole, comme on sait, ça fait du mal à la planète. Je me suis dit, j'ai le mal en moi. C'est des moments d'horrification, quoi. Ah, vous dites horrification. Vivez l'horreur qu'il y a sur Terre, quoi. L'horreur sur Terre, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont les... C'est, par exemple, ceux qui mangent de la viande, ils font des trucs horribles, quoi. Ils tuent des animaux qui n'ont pas envie de mourir, qui ont envie de vivre, et ils les mangent, et en plus ils se régalent. Et en même temps, ils ont cette inconscience-là. Et moi, j'en ai pris conscience, et ça m'effraie, quoi. Moi, je dis aussi un autre truc, c'est que les planètes se reproduisent, le Soleil et la Terre se reproduisent, et font des planètes, quoi. Ils ont fait un enfant déjà à la Lune, mais c'est un enfant mort, et il y a un nouveau enfant qui arrive, c'est une planète, et celle-là, cette planète, elle est vivante. Ça sera une planète qui va se construire en pulse. Ça veut dire que ce sera des pyramides à 4 faces qui décolleraient de la Terre et qui s'emboîteraient dans l'espace. Et une fois tout emboîté, pourraient voyager dans l'univers. Cerveau fou, cerveau normal. Qu'est-ce qui distingue le cerveau d'un malade d'un autre? On a cherché, on cherche. On veut savoir aspect physiologique des maladies mentales, caractères innés ou acquis, malformations, anomalies. On cherche. Moi, je ne sais pas. Au secours. J'ai le vertige. J'ai le cœur chaviré et plein de compassion. C'est tout ce que je peux faire en attendant que le calme ne revienne. Ce matin, une autre visite, à leur rencontre toujours. J'ai rendez-vous avec eux. Peut-être avec moi, peut-être avec vous. Bonjour madame. Bonjour. Serge Moetti. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Ça vous dérange pas qu'on parle un peu ensemble? Non. Vous êtes là depuis longtemps, les uns les autres? Moi, ça fait 5 semaines. 5 semaines? Ouais. Et vous? Moi, 3 semaines. 3 semaines, et vous, monsieur? Depuis le mois de mars. Ah, ça fait longtemps, oui. Oui, ça fait très longtemps. Ouais. C'est la dépression, c'est ne plus avoir envie de vivre. On voit plus l'avenir. On est triste, on pleure, on n'arrête pas de pleurer. Enfin, moi, j'arrêtais pas de pleurer. Je voyais le précipice. Et envie d'y aller dans le précipice? Et envie d'y aller, oui. Et envie d'y aller. Vous avez fait donc des tentatives de suicide? J'en ai fait une. J'ai fait une tentative de suicide, mais il y a longtemps. Je me suis jeté sous un train. Oh. Et vous avez échappé miraculeusement? Et j'ai échappé miraculeusement. Ça fait longtemps que vous êtes dans cet état? Ça fait assez longtemps, oui. Ça fait assez longtemps. Les jours n'ont pas de couleur, les jours n'ont pas de saveur, Non, pas de saveur, non. Ou une saveur triste. Oui. C'est pour ça que des fois, on arrive à
faire un acte pour se tuer, parce que vraiment, on n'en peut plus. On ne sait pas comment sortir de là. C'est ce que vous avez fait vous-même? C'est ce que j'ai fait moi-même. En faisant quoi? En voulant me couper la carotide. J'ai raté. J'ai raté. Tant mieux, j'ai raté. J'ai une fille quand même qui a 18 ans, comme ça. Mais ça m'a pris un jour... je me rappelle, j'avais invité du monde à la maison, j'étais pas là, et c'est ce jour-là que j'ai choisi. C'était pas un jour, j'étais toute seule. Ah bon? C'était comme une force plus grande que moi qui me disait c'est aujourd'hui. Que tu dois mourir. Voilà. Et c'est une force en dehors de nous, enfin pour moi. Vous avez fait ça chez vous? Non, non, j'ai fait ça, non. J'ai fait ça dans le bois. Dans un bois? Ben, je suis partie avec mon sac dans le bois et puis une ceinture, je savais pas ce que j'allais choisir, ou la ceinture ou le scalpel. Mais la ceinture, j'arrivais pas. Ça aurait été sûrement plus radical, mais tant mieux, j'arrivais pas. Parce que ça n'a pas marché, ça a duré très longtemps. Ah ouais. Mais est-ce que vous, d'une certaine façon, vous regrettez que ça ait raté? Bah, pour mon entourage, oui, quand même. Non, non, que ça ait raté. Est-ce que vous regrettez de ne pas être morte? Non, non, je regrette pas, je suis contente d'être vivante. Non, j'avais pas fini ma route encore. Mais c'était une force en plus de moi. Je sais pas vous si c'était comme ça pour vous. Vous avez ressenti ça aussi? Oui. Moi, j'ai tenté le suicide plusieurs fois. Plusieurs fois? Oui, plusieurs fois avant ma dépression et après ma dépression. Je vois tout noir et je dis pourvu que demain je serai plus de ce monde. Tout m'angoisse, tout, absolument tout. Mon mari très très gentil, il fait les mains et les pieds pour me sauver. Et, nous on habite le Maroc et il m'a amené ici parce qu'on lui a dit que l'hôpital Saint-Anne c'est le meilleur hôpital, donc il m'a amené ici et il fait tout pour que je guérisse, mais au fond de moi... Vous n'avez pas envie? C'est pas que non, j'aime pas les crises. Quand je fais des crises, après je suis fatiguée, je me rappelle de rien, je perds connaissance, je commence à rire ou à pleurer et ça a traumatisé un petit peu ma fille, quand même elle a que 10 ans. Ses résultats ils commencent à baisser un petit peu et je me dis bon. Je ne porte pas bonheur à ma famille, il vaut mieux que je parte. Et même maintenant, parfois, ça me revient de... Cette envie? Cette envie de suicide. Et... Bonjour, madame. Bonjour. Non, je sais pas. Vous avez un bon visage, donc ça donne envie de sourire. Ah, ok, c'est bien. Au revoir, madame. Au revoir. Ce qui est de terrible, c'est la souffrance, évidemment. Oui. La souffrance terrible, vertigineuse. Enfin, voilà, vertigineuse. Alors là, comment le psychiatre fait, le grand psychiatre que vous êtes, comment il fait pour... vous acceptez le mot compassion? Le mot compassion vous énerve? Non, j'accepte le mot compassion parce que je pense que quand on est psy quelque chose, on ne peut pas baigner dans la souffrance des gens sans en prendre une part. On ne souffre pas de leur souffrance, c'est pas la sympathie. Hein, s'ils pleurent, on pleure pas forcément. C'est pas la sympathie, mais on prend quelque chose de leur souffrance parce que on se représente la manière dont ils souffrent. Quand on n'est pas psy, on se protège avec la technologie. Et quand un psychiatre souffre trop, ou bien il intellectualise comme un fou, il se fait un système délirant parfois pour se protéger. Ça lui permet de s'intéresser, donc de rester avec son patient, donc de le garder dans l'humanité. Donc il fait son travail de psy. Et très souvent, quand les psys sont trop mal eux-mêmes, ils se réfugient dans la technologie, c'est-à-dire les machines inutiles, parfois utiles, mais souvent inutiles, les médicaments, parfois utiles, souvent inutiles, et les théories psychologiques, souvent utiles, parfois inutiles. Mais c'est des mécanismes de défense que j'explique par la compassion.
Là, c'est ce qu'on appelle le petit parc. Exactement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir, quoi. Non. Tout est fermé, tout est quadrillé. It's a prison. It's a prison? It's a prison, yeah. Mais ça vous fait du bien quand même d'être dehors. Et comment je respire? Ouais. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'imaginer. Peu m'importe les problèmes, je me fous du monde entier. Voilà. Bravo. C'est un yop. C'est quoi un yop? Un yop, c'est un message des poètes disparus. Que tu leur apprends à faire un cri. Un yop. Un yop, c'est un cri barbare. Un cri barbare. C'était mon cri barbare. Le ciel bleu, plus on ne peut s'effondrer. Cigarette, là? Cigarette. Oui. Je n'ai pas de feu, je suis désolé. C'est mignon, ça. Tous les infirmiers et infirmières s'occupent de moi comme si j'étais un bébé. C'est vrai? Ouais. Ils sont très gentils, tous. Ils sont tous très gentils. J'ai fait beaucoup de bêtises, par contre. Quel genre? Je chantais très fort jusqu'à 4 h du matin. J'avais tout service. Donc là, on me contenait, on me sangle au lit. Mais bon, pas longtemps aussi. Ça dépend comment je me calme, comment je gère mon temps, comment je fais, etc. Parce qu'on a Sainte-Anne quand même, c'est pas n'importe où. Donc on apprend à gérer, mais tout le personnel est... Oui, bien. C'est quelle impression ça fait d'être sanglé? Oula. La Terre s'arrête de tourner. On respire plus. Et puis après, on se dit, alors qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut bien m'arriver? Je suis sanglée à mon lit dans un hôpital psychiatrique à Sainte-Anne en France, à Paris. Alors qu'est-ce qui peut m'arriver? Ben, je chante. Et si j'ai envie de faire pipi, ben, je fais pipi au lit. Et eux viendront très vite. Ils vont se rendre compte que j'ai fait pipi au lit. J'ai fait pipi au lit. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, je vous dis que j'ai fait... S'il vous plaît... Et bref, ils viennent, ils me changent et puis voilà, quoi. Ils me sortent et puis c'est tout. C'est un jeu, c'est un jeu entre nous, n'est-ce pas, Annabelle? Ça leur fait pas plaisir de me sangler, de me faire une injection, quoi que ce soit. D'une certaine façon, vous demandez ça? Des fois, je demande un isolement. Un isolement? Ouais, un isolement, parce que des fois, c'est juste un isolement, c'est comme m'enferme dans ma chambre pour pouvoir me recentrer sur moi-même. Parce que j'ai besoin, j'ai trouvé la clé du bonheur, toute seule, c'est la respiration. La respiration, quand on sait respirer soi-même et tout seul, on peut s'auto-gérer entièrement et complètement du début jusqu'à la fin. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je regarde vos yeux et ce qu'ils expriment. Qu'est-ce qu'ils expriment? Ils expriment beaucoup de tendresse, beaucoup de perspicacité, beaucoup de générosité, énormément de générosité. Merci, merci. Voilà. Et les miens? Drôlerie, douceur, intelligence et de la souffrance au fond. Derrière. Tout derrière. Ma mère est morte. Oui. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous souhaitez? Non, je sais pas. D'accord. Vous voulez qu'on ferme? Ça fait combien de fois que vous venez ici, dites donc? Ça fait un certain nombre, hein? 16, 17 fois. Pareil pour la France. 5.
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Tu puisses y voir un petit brin d'air. Et les man, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause. Trouve que c'est... Allez, il est grand temps de faire une pause, vous l'avez dit. Hein? Non, attendez, faut attendre la fin. On va s'arrêter, Raphaël. On va s'arrêter. Est-ce que j'ai le vérité de cigare? Sans doute. Allez, venez. Tout ça pour une cigarette. Bon, alors ça suffit, là, hein? C'est pas possible, ça. Un peu plus tard, dans Sainte-Anne-des-Airs, je croise un monsieur qui, je le crois naïvement, se prend pour D'Artagnan. Non, non, vérification faite, c'est D'Artagnan. Ainsi va la vie à Sainte-Anne, et c'est nous qui doutons, qui sommes peut-être, allez savoir, légèrement fous. Quelques semaines plus tard, une dernière visite. J'ai eu un coup de fil de Sarah, une belle et bonne nouvelle. J'accours, vite. Raconte-nous, Sarah. Dis-nous tout, allez, dis-nous tout. On t'écoute. Ça change. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça va. Vous allez vous mettre dans une chambre, peut-être? Ouais. Et vous allez aller dans la... 410. 410. Alors, tu vas partir. Oui, c'est le départ. Quelle histoire? C'est comment dire? La grande victoire après une longue bataille. Ouais. C'est bien mérité. Ouais. Et c'est consolidé. C'est... Voilà, quoi. Tu réagis comment quand ils t'ont dit que vous pouvez sortir demain? J'ai fait... Mon cœur a fait un grand bond. Parce que, comme je disais, c'était 1 mois et demi, c'est très très long. Très très long, une hospitalisation qui est difficile, un cap difficile à passer. On s'ennuie énormément, on tourne en rond, on fait les 100 pas dans le couloir, et puis on attend quelque chose, c'est ce moment où on va retrouver enfin notre liberté, parce que c'est comme une espèce de prison quelque part. Et tu sais déjà le souvenir que tu auras de ce mois et demi? Bah, j'ai pas de souvenir exact déjà du début d'hospitalisation. Non, j'ai des trous noirs. La première fois, par exemple, je n'ai aucun souvenir, quoi. Si ce n'est un échange de lunettes. Oui, une histoire de lunettes. Une histoire de lunettes, voilà. C'est des séries de moments, C'est des moments, c'est des flashs. Des flashs, pas de continuité dans la journée, pas de pensée continue. Pas de chronologie, pas de... Jamais. Sans aucun lien entre les choses. Ni état moyen. Rien du tout. Il y a une éclaircie et boum, on retombe encore dans la diarrhée verbale, dans Moi, je chantais beaucoup, par exemple, etc. Tu te rendais compte que tu chantais? Oui, oui. Mais je chante, c'est tout. Je chante. Je suis heureux, je suis la reine du monde. Voilà, je suis la reine du monde, tout à fait. Tout à fait. Je suis la Castafiore de Sainte-Anne et tout va bien, Madame la Marquise, quoi. Et après, je suis la plus triste de Sainte-Anne. Et après, c'est... Et des grosses crises de larmes, des grosses... Et puis un désarroi, un profond désarroi, c'est-à-dire... on veut rester up. Ah oui. Bien sûr. Parce que quand on est up, on est dans un état... on est très très bien. Très 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 bien, on est heureux. Mais c'est la joie au plus beau fixe. Rien ne te résiste. Rien, tout est beau, tout est réalisable,
tout est faisable, tout est possible, tout est là, tout est à portée de main, quoi. Là, je me dis, d'abord je suis soulagée. Voilà, ça se ressent en parlant même, je l'exprime. Je contrôle. Je retrouve le contrôle sur moi-même. Voilà. Qui se passe uniquement à la vie, telle qu'elle est. La vie, un peu grise, un peu... Mais c'est ça, Hein. C'est le challenge, c'est le challenge d'une vie, quoi. Oui. Admettre la vie, admettre la banalité, finalement, des choses. Et c'est pour ça qu'on en ressort encore plus fort. D'autant plus fort, je veux dire, parce que on a cette capacité en nous. Là, je l'ai en moi. Je me sens sereine. Je suis soulagée parce que j'ai en moi cette capacité d'accepter la vie telle qu'elle est, telle qu'on me la donne, telle qu'elle s'offre à moi. Comment c'est la phrase? Tout ce qui ne me tue pas me fait me rend grandir. Plus fort. Me rend plus fort. Voilà, c'est vraiment ça. Bonne chance, Sarah. Bonne chance, cousine de la reine d'Angleterre. Bonne chance, Eddie. Bonne chance à tous et à D'Artagnan, prince des mousquetaires et ami des enfants. Merci aux médecins et aux infirmiers, aux aides-soignants, aux avant-postes toujours. Merci pour nous. Visages croisés, âmes frôlées, souffrances criantes et étranges rêveries. Ainsi se termine ce voyage du côté de celles et ceux qu'il ne faut pas nommer fous, nos frères pourtant, nos frères évidemment.